L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à maîtriser une thèse philosophique, ici le scepticisme. Afin de définir le scepticisme, il faut d'abord le distinguer du scepticisme ordinaire. Au sens ordinaire du terme, quelqu'un de sceptique, c'est quelqu'un qui ne croit pas immédiatement tout ce qu'on lui dit, qui reste indécis dans ses opinions. Alors que le scepticisme philosophique désigne plutôt un projet de recherche, une sorte d'examen de nos connaissances, qui tente de répondre à la question que pouvons-nous savoir par la négative. Pour un vrai sceptique, nous ne pouvons rien savoir au sens strict du terme. Par exemple, dans le film Dark Star, réalisé par John Carpenter en 1974, on observe un dialogue entre le lieutenant Doolittle et une bombe intelligente qui a reçu l'ordre d'exploser. Doolittle doit tout faire pour la dissuader d'exploser. Hello, Bob. Are you with me? Of course. Are you willing to entertain a few concepts? I am always receptive to suggestions. Fine. Think about this then. How do you know you exist? Well, of course I exist. But how do you know you exist? It is intuitively obvious. Intuition is no proof. What concrete evidence do you have that you exist? Well, I think, therefore I am. That's good. That's very good. But how do you know that anything else exists? My sensory apparatus reveals it to me. Ah, right. This is fun. Now listen. Here's the big question. How do you know that the evidence your sensory apparatus reveals to you is correct? What I'm getting at is this. The only experience that is directly available to you is your sensory data. And this sensory data is merely a stream of electrical impulses that stimulates your computing center. In other words, all that I really know about the outside world is relayed to me through my electrical connections. Exactly. Why, that would mean that I really don't know what the outside universe is like at all, for certain. That's it. Intriguing. I wish I had more time to discuss this matter. Why don't you have more time? Because I must detonate in 75 seconds. Now, Baum, consider this next question very carefully. What is your one purpose in life? To explode, of course. And you can only do it once, right? That is correct. And you wouldn't want to explode on the basis of false data, would you? Of course not. Well then, you've already admitted that you have no real proof of the existence of the outside universe. Yes, well, So you have no absolute proof that Sergeant Pinback ordered you to detonate. I recall distinctly the detonation order. My memory is good on matters like these. Of course you remember it, but all you're remembering is merely a series of sensory impulses which you now realize have no real definite connection with outside reality. True. But since this is so, I have no proof that you are really telling me all this. That's all beside the point. I mean, the concept is valid no matter where it originates. So if you detonate in 9 seconds. you could be doing so on the basis of false data. I have no proof it was false data. You have no proof it was correct data. I must think on this further. Dans cet extrait, Doolittle a réussi à convertir la bombe au scepticisme en lui montrant qu'elle n'a pas plus de raison de croire à la réalité de l'ordre qu'elle a reçu, de ne pas y croire. Dans cette présentation, nous reviendrons plutôt au scepticisme au sens antique du terme, en nous référant par exemple au personnage de Pyrrhon, qui a existé au IVe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. D'après Diogène Laërce, on sait que Pyrrhon d'Hélice soutenait qu'il n'y avait ni beau, ni laid, ni juste, ni injuste. Il soutenait que rien n'existe réellement et d'une façon vraie, mais qu'en toute chose, les hommes se gouvernent selon la coutume et la loi. Car une chose n'est pas plus ceci que cela. Sa vie justifiait ces théories. Il n'évitait rien, ne se gardait de rien, supportait tout, au besoin d'être heurté par un char, de tomber dans un trou, d'être mordu par des chiens. D'une façon générale, ne se fiant en rien à ses sens. Toutefois, il était protégé par ces gens qui l'accompagnaient. Un jour, où Anaxarque était tombé dans une mare, Pyrrhon passa à côté de lui sans lui porter secours. Des gens le lui reprochèrent, mais seul Anaxarque le loua d'être réellement indifférent et sans passion.
Pyrrhon est ainsi considéré comme le fondateur de l'école sceptique pendant l'Antiquité. Que gagne-t-on à rejoindre cette école et à être sceptique? Il se trouve que le sceptique se définit en opposition au dogmatique, celui qui va affirmer que telle pensée, telle opinion est vraie, sans plus de justification, uniquement parce qu'il le dit, uniquement parce qu'il le croit. Celui qui va donc donner son assentiment, prendre parti d'un côté, qui va s'exprimer en conséquence, prendre la parole, participer à des débats et immanquablement finir par être troublé, comme sur une mer agitée. En opposition à cet exemple, le sceptique, lui, ne va pas affirmer que telle chose est vraie ou qu'elle est fausse. Il va plutôt affirmer que ce n'est pas plus vrai que faux. Il n'y a pas plus de raison de dire que c'est vrai que de dire que c'est faux. Par conséquent, il ne donnera aucun assentiment et il suspendra son jugement, en ne prenant jamais parti. Il arrive donc à une forme d'aphasie volontaire. L'aphasie, normalement, c'est la privation de parole. Mais ici, il s'agit d'un choix de la part du sceptique de ne plus parler, de ne plus jamais rien affirmer. Ainsi, il évite tout trouble et atteint un état qu'on appelle, pendant l'Antiquité, l'ataraxie, l'absence de trouble, comme sur une mer entièrement calme. Même si le sceptique se refuse à affirmer quoi que ce soit, en revanche, il est capable de réfuter toute position dogmatique, à travers un arsenal argumentatif particulier qu'on appelle les 5 modes d'Agrippa. Dans ces 5 modes, on trouve le mode du désaccord, le mode du relatif, le mode de l'hypothèse, le mode de la régression à l'infini et le mode du cercle vicieux. Le mot mode ici désigne un type, un trope argumentatif, un modèle argumentatif que l'on pourra utiliser dans tout type de conversation et de débat. Si on commence par le mode du désaccord, selon lui, pour toute thèse, il existe forcément une antithèse, tout aussi valable. Ainsi, si un dogmatique prétend que le loup est méchant, il est toujours possible d'inverser sa proposition en affirmant que le loup n'est pas méchant. Et entre la thèse et l'antithèse, il n'y a pas plus de raison de choisir d'un côté que de l'autre. Par conséquent, il faut suspendre son jugement. Ensuite, selon le mode du relatif, une thèse n'est valable que pour le sujet particulier qu'il énonce. C'est une variante du mode du désaccord. Ainsi, si le dogmatique affirme que le loup est méchant, il adopte dans ce cas le point de vue de l'agneau, qui est valable selon ce point de vue. Mais on pourrait aussi parler du point de vue du puma, pour qui le loup n'est pas spécialement méchant. Et entre le point de vue de l'agneau et le point de vue du puma, il n'y a pas plus de raison de trancher en faveur de l'un que de l'autre. Par conséquent, il faut suspendre son jugement. Ensuite, le mode de l'hypothèse. Dans un sens un peu spécial, il ne s'agit pas de l'hypothèse au sens de la conjecture, de la supposition qu'on va faire au sens moderne, mais il s'agit de la thèse qui se trouve en dessous d'une autre thèse, qui sert à la justifier. Selon ce mode, même si la thèse est justifiée au moyen d'une hypothèse, cette hypothèse n'est justifiée par rien. Ainsi, si le dogmatique prétend toujours que le loup est méchant, en se justifiant en disant que le loup a tué l'agneau, ça c'est son hypothèse, c'est sa justification, il se trouve que rien ne soutient l'hypothèse. Et par conséquent, rien en définitive ne soutient non plus la thèse. Par conséquent, il faut suspendre son jugement. Le quatrième mode est celui de la régression à l'infini, qui consiste à faire appel à un réseau d'hypothèses enchâssées les unes aux autres. Si le dogmatique prétend donc que le loup est méchant en se justifiant en disant que le loup a tué l'agneau, il peut faire une hypothèse encore supplémentaire en affirmant que les empreintes du loup ont été retrouvées près de l'agneau, ce qui justifie donc qu'il a bien tué l'agneau et donc qu'il serait méchant. Mais le sceptique va lui répondre dans ce cas-là, mais comment prouver que ce sont bien des empreintes de loup? Il faudra faire une autre hypothèse, disant par exemple qu'un expert a identifié qu'il s'agit d'empreintes de loup. Le sceptique pourra toujours lui répondre, oui, mais comment sait-on que l'expert est fiable? Où a-t-il appris sa connaissance des empreintes? Et ainsi de suite. Par conséquent, d'hypothèse en hypothèse, il est impossible, finalement, d'établir la thèse. Par conséquent, il faut suspendre son jugement. Le cinquième mode est celui du cercle vicieux, où il s'agit d'utiliser la thèse et l'hypothèse qui se justifient l'une l'autre. Si l'hypothèse est justifiée par la thèse, alors on dira qu'aucune des deux n'est absolument justifiée. Ici, si la thèse consiste à dire que le loup est méchant, la justification de l'hypothèse donc que le loup a tué l'agneau, on expliquera qu'il a tué l'agneau tout simplement en disant qu'il est méchant. Mais ce faisant, on n'a justifié ni l'hypothèse ni la thèse, et par conséquent il faut là aussi suspendre son jugement. Dernier point, le scepticisme est-il en lui-même une thèse acceptable sur tous les points?
On peut lui adresser plusieurs questions qui formeront différents problèmes. Première question, est-il possible de vivre concrètement, pratiquement, en étant absolument sceptique, malgré l'exemple historique de Pyrrhon? Deuxième question, le sceptique a-t-il le droit d'affirmer qu'il est sceptique? Est-ce qu'on peut d'ailleurs qualifier le scepticisme de thèse? Troisième question, le doute sceptique doit-il être un moyen pour justifier nos connaissances ou une fin en soi qui montre l'impossibilité de toute connaissance?